Maintenant, nous allons passer naturellement à la troisième question. On vous dit, B, on excite de nouveau la fibre avec un courant d'intensité I1 égale à 0,2 mA pendant un temps T1 égale à 0,3 millisecondes. Qu'observe-t-on sur l'écran de l'oscilloscope O1 et sur celui de O2? Justifie ta réponse. Observez bien, l'intensité utilisée c'est 0,2. Le temps d'excitation c'est 0,3. Maintenant, on nous demande ce qu'on observe au niveau de O1 et de O2. Alors, chers élèves, pour répondre à cette question, nous allons nous baser du tableau pour voir est-ce qu'en réalité, nous allons nous baser du tableau pour avoir un aperçu par rapport à ce qu'on doit enregistrer sur les oscilloscopes O1 et O2. On a utilisé un courant électrique d'intensité I1 égale à 0,2 mA pendant un temps égal à 0,3 millisecondes. On nous demande qu'est-ce qu'on doit observer sur les oscilloscopes. Chers élèves, vous voyez que ici, pour utiliser une intensité égale à 0,2 mA, il faut minimum un temps égal à 0,5 millisecondes. Alors que ici, le temps utilisé, c'est quoi? 0,3 millisecondes. Donc, il va de soi que avec une intensité de 0,2 mA pendant un temps 0,3 millisecondes, on va enregistrer sur les oscilloscopes O1 et O2 des potentiels de repos. Justification, parce qu'en réalité, le temps est fait, le 0,3 est inférieur à 0,5. Or, si vous voulez que la fibre nerveuse réponde avec une intensité égale à 0,2, il faut en réalité stimuler la fibre nerveuse avec 0,2 mA pendant 0,5 millisecondes, au moins pendant 0,5 millisecondes. Pour une valeur inférieure à 0,5 millisecondes, la fibre ne répond pas. On va passer à la question suivante maintenant. Petit c, même question avec un courant d'intensité I2 égale 0,3 mA et un temps T2 égale à 0,6 millisecondes. Comme pour la question précédente, là également nous allons voir le tableau. Donc le tableau ici, il indique que pour utiliser une intensité égale à 0,3 mA et avoir une réponse de la fibre nerveuse, il faut au moins 0,4 millisecondes. Et ici, quelle est la durée du temps? On constate qu'on a utilisé un temps T2 égal à 0,6 millisecondes. Vous savez que 0,6 millisecondes est supérieur à 0,4 millisecondes. Cela veut dire que dans ce cas-là, nous allons enregistrer des réponses sur les oscilloscopes O1 et O2. Maintenant, il faut donner la nature de ces réponses. Et c'est à ce niveau-là qu'il sera intéressant de connaître en réalité les différents types de potentiel d'action. Là, sur O1, on va avoir un potentiel d'action. Sur O2, on va avoir un potentiel d'action. Comme je l'avais dit, il est intéressant de comprendre en réalité les différents types de potentiel d'action. Pour cela, ici, dans ce cas-là, vous allez enregistrer un potentiel d'action biphasique. Un potentiel d'action biphasique. Ici, vous allez enregistrer un potentiel d'action monophasique. Pourquoi? Parce qu'il faut observer la position en réalité des électrodes réceptrices. Comme vous pouvez le voir, pour l'oscilloscope O1, les deux électrodes réceptrices sont positionnées sur la fibre. D'ailleurs, la légende a indiqué que les deux électrodes-là sont des électrodes externes et qui sont positionnées sur l'axone. Donc là, vous allez enregistrer un potentiel d'action biphasique. Ici, vous allez enregistrer en réalité un potentiel d'action monophasique parce qu'il y a une seule électrode qui est positionnée sur la membrane externe, sur, on va dire, la face externe de la membrane de l'axone. C'est bon? Pour comprendre mieux ce que je viens d'expliquer, voici un exemple. Ici, vous avez un montage dans lequel vous avez E1 et E2 qui sont des électrodes excitatrices. R1 et R2 des électrodes en réalité réceptrices. Regardez où sont-elles positionnées ces électrodes R1 et R2. Puisqu'elles sont positionnées sur la surface de l'axone, toutes les deux, vous constatez que le résultat est l'enregistrement d'un potentiel d'action biphasique. Par contre, si vous observez bien le cas là, vous voyez que ici, vous avez toujours le même dispositif, mais la seule différence est située au fait que cette fois-ci, il n'y a que R1 qui est positionné sur la face externe de la membrane de l'axone. C'est bon. R2 est plongé à l'intérieur, ce qui fait que cette fois-ci, vous allez enregistrer un potentiel d'action monophasique. Mais là également, le fait que l'enregistrement démarre à moins 60
comme on l'a dit dans le cours, c'est parce qu'on a enregistré, on a enfoncé R2. Il y a des potentiels d'action qui démarrent à ce niveau-là. Là, c'est le cas où, en réalité, c'est le cas d'ailleurs qu'on a ici. Ici, vous avez un potentiel d'action qui va démarrer en réalité ici. Vous n'allez pas descendre jusqu'à moins 60 ou moins 70. Vous allez démarrer votre enregistrement à 0. Parce que ce cas-là, en réalité, ici, vous avez le positionnement de l'électrode sur la membrane et vous avez ici l'autre électrode qui est une électrode de référence. Donc, pour répondre, pour résumer, retenez qu'ici, vous allez enregistrer un potentiel d'action diphasique du fait de la position des deux électroréceptrices. Ici, vous allez enregistrer un potentiel d'action monophasique. C'est bon. On va passer à la question suivante qui dit quoi? Petit 3. On porte en E une excitation efficace. Qu'observe-t-on sur l'écran de chacun des oscilloscopes O1, O2, O3 et enfin O4? Donc, chers élèves, on va reprendre notre figure pour voir ce qui va se passer sur les différents oscilloscopes. Alors, vous constatez que nous allons enregistrer, en réalité, nous allons enregistrer ces éléments-là. Regardez bien la figure. On vous dit une excitation efficace est effectuée en E. Alors, qu'est-ce qu'on va observer en O1, O2, O3? En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, en O1, on va enregistrer un potentiel d'action biphasique. En O2, on va enregistrer un potentiel d'action monophasique. En O3 c'est la même chose que O1. Ici également, les deux électrodes réceptrices sont placées, elles sont externes et elles sont positionnées sur la fibre. Donc, vous allez encore enregistrer ici un potentiel d'action en réalité biphasique. Mais observez bien ce qu'on va enregistrer en O4. Ici en O4, il faudra que vous reteniez, et c'est là où beaucoup d'élèves ont faussé, en O4, vous allez enregistrer un potentiel de repos. Parce qu'ici, les élèves ont mis qu'on va enregistrer un potentiel d'action. Ici, il faut retenir qu'on va enregistrer un potentiel de repos. Pourquoi enregistrer un potentiel de repos? Il faudra que vous reteniez que le sens de propagation de l'influx nerveux, c'est du dendrite, ensuite du corps cellulaire et enfin l'axone. Alors, si ici, comme l'indique l'exercice, ici c'est une dendrite, si on stimule ici, l'influx nerveux ne se propage pas de cette façon-là, mais plutôt de cette façon-là. Donc ici, retenez que après la stimulation, l'influx nerveux va se propager et va se diriger vers le corps cellulaire, ensuite vers l'axone, ensuite vers une synapse et enfin vers une autre dendrite. C'est bon. Voilà pourquoi en O4, on va enregistrer un potentiel de repos au moment où on va enregistrer en O1, O2 et O3 des potentiels d'action. C'est bon? Donc, il faudra que vous sachiez que le sens de propagation de l'influx nerveux, c'est du dendrite vers le corps cellulaire et enfin vers l'axone, et non le contraire. C'est bon? Alors, on va passer à la dernière interrogation. Les mesures ont montré que la vitesse de l'influx dans cette fibre est de 50 mètres par seconde. La distance entre E et O3 est de 12 mm et le temps mis par l'influx entre E et O3 est de 0,34. Interprète ces résultats. Donc, chers élèves, ces résultats mettent en évidence en réalité le délai synaptique. En effet, si vous réalisez le calcul, ici, on vous a donné la vitesse, on vous a donné le temps et on vous a donné en réalité la distance. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ici? Il faut calculer le temps à partir de la vitesse. Vous allez retrouver une valeur, je pense, égale à 0,24. Donc, vous allez voir que ce temps-là est très faible. Donc, ça, c'est le temps théorique, on va dire. Vous allez calculer le temps théorique. Vous allez retrouver une valeur, je pense, égale à 0,24 millisecondes. Si vous comparez cette valeur-là, ce temps théorique-là, au temps réel effectué par l'influx nerveux avant d'arriver à 3, vous allez voir que 0,34 est supérieur à 0,24. Donc, vous allez dire quoi? 0,34 moins 0,24. Le résultat là montre que cette fibre nerveuse, déjà, elle a traversé une synapse. En traversant cette synapse-là, elle a duré 0,8 millisecondes qui correspond en réalité au délai ou bien temps, on va dire au délai synaptique. Donc, il faudra que vous compreniez que c'est comme ça qu'on interprète ici. Il faut calculer là le temps théorique. Il faut calculer en réalité le temps théorique, le comparer avec le temps réel.
vous allez voir que le temps réel est supérieur au temps théorique. Cela signifie que en réalité, le l'influx nerveux a passé un certain délai avant de traverser la synapse. C'est le délai là qu'on appelle en réalité le délai, c'est le temps là qu'on appelle en réalité le délai synaptique.